Cette idée, d'ailleurs Hegel le dit, le concept crée. Il crée. Et créer, c'est pas jeter sa gourme, non? Ça c'est important. Oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Oui, que oui. ça c'est le malentendu qu'on a depuis 40 ans. Non, Ça, bien sûr. 50. Non, bien sûr. Plus, oui. Bien sûr. C'est pas la jouissance sans entrave. Ce qui est grand chez Hegel, vous voyez, c'est que cette affirmation, qu'est-ce qu'être libre? C'est créer des égaux. Pas les produire, parce que le produit reste toujours plus ou moins lié au producteur. Vous voyez, la production, c'est ça. Oui. Bon. Non, ça peut être la reproduction, d'ailleurs. Oui, la production, mais non, la création va d'une liberté à une liberté. Donc, oui à la nécessité, bien sûr, mais à son niveau, est comme une sorte d'aliénation de soi, de la liberté. Il y a juste une première brève question qui est une demande de clarification, pas spécialement pour moi, mais oui. Pour les gens qui regarderont peut-être la vidéo. Ils connaissent, il y a un problème qui est lié aux traductions, y compris d'effectivité, oui. avec l'ambivalence, y compris d'ailleurs dans les traductions de Marx d'ailleurs, oui. entre réel et effectif. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser ce point, parce que je pense que c'est important pour les gens qui regardent cette vidéo. Si vous voulez, parce que parfois, justement, dans les traductions françaises, on hésite entre les traducteurs ont hésité entre les deux. L'effectif, notamment dans le fameux réel et rationnel. L'effectif, c'est l'être en tant que repose, qu'est venu reposer en lui toute une activité qu'il a posée. L'effectif, c'est l'être en tant qu'être fait. En tant que... Il n'y a pas le contenu de l'activité. Voilà. Voilà, c'est ça, je crois, le point important. Le repos, ben, il est plein de l'activité qui fait récupérer. Voilà. Le vrai repos. Et une autre question, mais ce sera d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas une question, c'est une autre clarification. C'était pour abonder dans votre sens un des passages d'un des textes les plus célèbres, même s'il énervait beaucoup de gens à la fin des années 60, donc la préface de l'économie politique, en rapport à ce que vous disiez à propos du possible, différents moments de l'effectivité et de son rapport à la politique. C'est le fameux passage à la fin des paragraphes archi connus. Où il définit ce que c'est que l'idéologie, etc., les révolutions, et pas plus qu'on ne peut juger un individu, etc., d'après l'image qu'il a de lui-même, etc. Alors il y a ce passage qui me semble être une parfaite illustration du noyau hegelien de la pensée marxiste, parce que c'est du pur Hegel à la lumière de ce que vous venez d'expliquer. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que ne soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir, et jamais de nouveaux rapports de production supérieurs ne la remplacent, avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports n'aient éclos au sein même de l'ancienne société. Et c'est là qu'il y a la fameuse phrase « L'humanité ne s'assigne donc jamais que des tâches qu'elle peut résoudre, car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que la tâche ne naît elle-même que là où sont déjà présents soit les conditions matérielles de sa résolution, soit au moins le processus de leur devenir. La seule réticence que j'ai à l'égard de Marx, c'est qu'il ne souligne pas assez. Mais ça, c'est purement hegelien. Oui, non, mais c'est qu'il ne souligne pas assez que même si toutes les conditions réunies, la révolution ne peut pas surgir. Il le dit un peu plus loin. Oui, mais enfin, voyez, tout a beau être les conditions ne déterminent pas. Il y a la vraie détermination, c'est l'autodétermination, c'est la liberté. Elle est tout à fait différente de l'arbitraire, etc. Mais elle comporte toujours en elle cette dimension de la cause de soi, de la spontanéité, du surgissement. Et ça, il y a quelqu'un qui l'a rappelé, et il a eu parfois raison, c'est Proudhon.
Parfois. c'est Oui, Proudhon. oui. L'anarchisme, vous voyez, bon, c'est le commencement. C'est pas le mauvais côté de Proudhon, ça. Comment? C'est pas le mauvais côté de Non. Proudhon, ça. Non. Mais voilà, je ne veux pas entamer un débat là-dessus, il y a peut-être des questions. Oui, alors, vous voyez, ma réticence pour Marx, c'est que quand toutes les conditions réunies, c'est une condition sine qua non. C'est ce sans quoi c'est pas possible. Mais, dites, il faut la pichenette quand même. Hein, la chiquenaude, disait l'autre. Vous voyez, le surgissement, l'audace, le geste. Ce qu'il y a d'héroïque dans l'action. Vous voyez, tout a beau être préparé, c'est nécessaire, ça ne suffit pas. Ah oui, puisqu'on a d'un côté l'échec de Rosa Luxembourg et le succès de Lénine. Oui. Oui. Mais il faut préparer. Alors évidemment, ce que je dis, c'est contre les politiques qui ne font pas de politique. Enfin, qui ne font pas la politique, c'est-à-dire presque tous. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, ils n'ont pas un programme. Mais il faut avoir un programme. Bien sûr. Bon. Bienvenue au club, je n'arrête pas de le répéter. Des mesures, vous voyez, de détails qu'on ajoute, etc. Vous voyez, il faut qu'il y ait une unité, il faut qu'il y ait une unification. Il faut pour qu'il y ait qu'on entre un dans but. l'effectivité. Il faut qu'on serve une cause. Vous voyez, mais ça, on ne le fait plus. On ne le veut plus ou on ne sait pas quoi faire. On ne réfléchit pas. C'est surtout ça. Parce que tous ces gens, tous ces politiciens qui sillonnent la France ou le monde, etc., ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent rien. Ils veulent ici rester à leur place. Oui, ben voilà. Oui, donc, Là, ils ont une détermination qui est claire. Mais si ils vous disent qu'ils ont des valeurs ou des convictions. Non, ils nous disent d'abandonner nos valeurs. dites, vous savez, les valeurs. C'est pire. Les valeurs, j'aime pas tellement les valeurs. Parce que précisément, c'est pas la valeur, c'est les valeurs. Pourquoi? Parce que ça part pas de l'objet, ça part du sujet. Et d'un sujet qui ne se vit plus comme un sujet transcendantal, mais comme un sujet ballotté dans tous les sens. Donc, qui dit subjectivisme, dit pluralisme. Alors, les valeurs, c'est ce qui détruit radicalement la cause, qui doit consister dans un contenu d'action, dans un contenu pratique, permettant une totalisation. Vous voyez, les valeurs, ben, ça ne sert à rien. C'est leur côté nietzschéen. Vous savez. Oui, mais avec Nietzsche, on ne construit pas beaucoup. Hein. Ah ben non, on les renverse, voilà. Mais quand Badiou est venu l'autre jour faire sa petite conférence sur son séminaire sur Nietzsche, on avait fait une petite blague là-dessus. Il concluait que, et il me semble que c'est juste, en tout cas c'est une manière d'interpréter Nietzsche, c'était le philosophe, non pas de la vérité, mais de la valeur, mais des valeurs, justement. Tandis que Marx était celui de la valeur, et particulièrement objective, en plus, dans son cas. Oui, je crois quand même que Marx, c'est d'abord, d'une façon générale, l'homme du droit. Oui, bien sûr. Mais... Le droit, enfin, il faut, les travailleurs ont besoin beaucoup plus que de bien-être, etc., de voir reconnu leur dignité et leurs droits. Vous voyez, le droit, c'est plus objectif que la valeur. Non, la valeur, c'est purement subjectif. C'est oui, la conception oui, qu'on a. oui. C'est ce à quoi on tient une valeur. Oui, ben oui. C'est le subjectivisme ambiant. Enfin, absolument. C'est le contraire d'un principe. Oui, ben oui. D'où notre
la difficulté présente de notre classe dirigeante et de ses zélotes. Oui. Et par définition, une valeur, c'est donc indéfendable. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut les défendre, c'est qu'on ne peut pas les défendre. Oui, oui. Oui, oui. Oui, ben, Et non, pourtant- mais ce qui me frappe, c'est l'insignifiance des politiques maintenant. Oui, absolument. Mais ils ne se demandent pas, Ils sont interchangeables. ils ne répondent pas à la question quoi faire. Oui, mais enfin, c'est une insignifiance qui nous renvoie à notre propre insignifiance quand même. Hein. Ouais, ouais. Bon, Non, c'est mais facile de se dédouaner sur eux. Je de notre sais que côté, c'est très hein. difficile Oui. de penser le monde maintenant, et parce qu'il est très très complexe, etc. Il évolue très vite. C'est très difficile de le penser. C'est pas une raison pour ne pas essayer de le faire. Mais y a-t-il eu une période où on ne disait pas que le monde est difficile à penser? Oui, Oui. oui, oui, oui. Non, il faut quand même défendre une certaine objectivité. Hein. Il faut penser l'effectivité, mais pas s'arrêter là. Et c'est comme ça qu'on arrive au concept, c'est ce qui leur fait en réalité complètement défaut. Ouais. Vous évoquiez le faux Althusser négatif. me disait un jour, il faut confondre une ligue du concept. Oui. Fondons une ligue du concept. Je pensais au faux négatif. L'autre jour, j'ai d'ailleurs évoqué cette critique hegelienne typique à propos justement de l'état d'impuissance, d'impotence, de désarroi dans lequel sont toutes ces nuits debout, ces négations actuelles qui sont typiquement des faux négatifs, puisque justement ils n'ont aucune chance de porter une quelconque positivité effective, puisqu'ils n'ont, comme vous l'avez dit, aucun projet, aucun programme, rien qu'ils cherchent à exprimer. Et dans une discussion avec des amis qui sont très impliqués là-dedans, c'était très frappant pour moi. Il y avait vraiment une critique hegelienne absolument classique, de base, qui s'appliquait sur ce qu'on observe. Voilà. Vous voyez, je suis en train de relire, parce que je vais essayer de publier un ouvrage sur des grandes lectures françaises de Hegel. Alors j'ai donc Jean Val, j'ai Alain, j'ai Kojève, je le mets dedans quand même, Hippolyte, Althusser, donc, et j'avais pas Éric Veil. Ah oui. Alors, je viens de me payer Éric Veil. Il avait une grande stature. Mais dites, quel arbitraire il y a chez lui. Oh, c'est étonnant. C'est quoi? C'est sur l'État? Pardon? C'est l'État, l'État. Je ne Oui. sais plus comment ça s'appelle. Hegel et l'État. Hegel Et et l'État, c'est puis ça. la logique de la philosophie. Ah oui. oui. Subjectivisme formidable. Hein. Dénonciation de tout ce qui est ontologie, l'être. Très mauvais. Il dit d'ailleurs l'être, c'est un mot dangereux, on le prend pour l'objet. Ah bon? C'est pas une raison pour ne pas le distinguer de l'objet. Hegel le fait très bien. Alors, pour Veil, il faut s'installer dans ce qui englobe l'être, c'est le discours sur l'être. Ça, c'est pas nouveau non plus. Voilà, non? Ben alors, il est là-dedans, et je trouve qu'il va de coup de force spéculatif à coup de force spéculatif. La gratuité est totale. J'étais très déçu en me replongeant en lui. Oui. Bon. Et le concept, la Le conclusion, c'est pour quand? Ben, je suis en train de corriger les épreuves. Bon, on va bientôt vous revoir. Oui, Ça, oui, c'est pour ça- ça, alors. Vous voulez poser une question, vas-y. Non, j'ai deux remarques. En fait, ce qui sont les nous débutistes, il y avait la semaine dernière, il y avait un colloque sur Joshua Agamben. Et Jean-Luc Nancy a dit que c'est la construction, la destruction, l'institution, la déconstruction. Ce sont les institutions. J'ai pas Donc le compris. nouveau concept des nuits débutistes, c'est la construction, Ah, des la nuits debout, ah, des nuits déconstruction, debout. l'institution, donc ce sont les institutions. Oui. Et ça vient de Joshua Agamben de Stanza. Ça s'appelle comment? Ah oui.
Donc on sait tout, donc vous avez Oui. entièrement raison, je suis Oui, entièrement d'accord. oui, je pense qu'on ne va pas aller loin avec eux, mais enfin bon, ils vont s'en apercevoir assez vite. C'est quoi, Surtout s'il pleut. Oui. Et Surtout s'il Les pleut. Ah oui, ils voulaient faire une les constitution destituante. institutions. Oui, Oui, ça c'est les... tous les mots avec institution. Oui, voilà. Donc vous pouvez former autant de mots que vous voulez, ou juste que vous Ça, mettez aucun intérêt. institution à la fin. Non, je pense c'est pas pas que rigolo. c'était pas pour soulever la question des nuits debout, etc. Mais dans le rapport à la politique et au débat idéologique, dans la difficulté de l'effectivité à s'exprimer justement, et dans le faux négatif, on en a d'ailleurs parlé il n'y a pas très longtemps avec Losurdo aussi, ce faux négatif. On voit très bien qu'il y ait tout simplement une espèce de forme de nihilisme un peu crétin et de frustration qui s'exprime, que nous avons connu il y a déjà quelques décennies, qui se reproduit assez facilement, et nous sommes dans une phase assez ce qui me frappe, vous excitée voyez, là maintenant. c'est qu'on veut à tout prix dire quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. Et alors, vous voyez, on rabaisse les grandes pensées, qui sont encore celles qui nous aident le mieux à comprendre le présent, en les mettant au niveau Non mais là ça bon, c'était le cas il y a 40 ans, parce que maintenant les grandes pensées c'est ce sont qu'on fait complètement inconnues. avec Kant, Oui, par exemple. le problème c'est ce que vous avez raison, mais ça c'était vrai il y a 40 ans. Oui, non, mais aujourd'hui, ils ne rabaissent aucune grande pensée, ils les méconnaissent complètement. Oui. Il les réinterprète d'une manière qui les dénigre pour qu'ils deviennent rigolos, et comme ça, ce qui est vraiment, Ah oui. ce qui n'a vraiment rien du tout, donc ce faux négatif, Oui. du coup surgit comme quelque chose d'inattendu, de surprenant, de quelque chose, oh, enfin, parce qu'on a d'abord rabaissé et beaucoup dénigré et ridiculisé les grandes pensées. Oui. Mais quand on voit ce qu'on fait dire à Kant, ce qu'on fait dire à Hegel, ce qu'on fait dire à Marx, c'est épouvantable. Hein. Mais ça, C'est épouvantable. la mode a été lancée il y a un moment, mais en ce moment on est dans on a eu l'époque de la farce Oui. après la tragédie, Oui. mais maintenant on est dans la farce de la farce. Non, mais il faut pratiquement plus rien lire de ce qui se publie maintenant. Oui, nous sommes assez d'accord, mais moi en tant que libraire, Ah ben non, votre je vais pas éditeur, je ne sais pas si je vais conserver ça dans le montage final, mais c'est vrai, vous savez, on en a souvent discuté, on est assez d'accord là-dessus. Oui. Ah oui. Non, puis alors, ce qui me paraît épouvantable, c'est de voir que l'ensemble, disons, des gens qui ont une certaine responsabilité politique ou intellectuelle, Ah oui. délèguent leur frustration auprès d'une jeunesse à qui on dit, allez, vous, bougez dans la rue, nous, on n'y va pas. C'est quand même étonnant, ça. Cette façon de dire aux lycéens, même, d'aller un petit peu bouger, parce que nous, on n'est pas content, mais on ne peut pas le dire. Mais vous pouvez le dire. C'est assez déplaisant. Les lycéens, justement, je trouve que, enfin, moi personnellement, je suis allée en voir, en rencontrer, hein, donc je suis pas du tout d'accord avec ça, ce que j'ai vu justement, et ça m'a assez surprise, des gens autodéterminés, et j'appuie le mot, absolument plutôt à repousser toutes les représentations politiques. Ben oui. Oui, non, mais c'est Tous pas les- contradictoire avec ce que je dis. Et de surcroît, justement, plutôt déterminés et connaissant effectivement là le piège qui a créé l'explosion, donc leurs conditions d'études qui sont de plus en plus terribles, et de surcroît justement, ils sont quand même dans des universités complètement sans aucune maintenance, dans des endroits qui sont vraiment souvent pas terribles, et ils m'ont dit pour la plupart qu'ils ne voulaient, qu'ils avaient eu plein de politiques qui étaient venus s'égayer pendant leur nuit debout. Donc moi je suis allée à Saint-Denis, je suis allée à la République. Mais ça, on est d'accord avec tout ça, mais ce n'est pas, absolument pas de ça Non, mais dont on est en train de non, parler. mais je sais bien, mais tu permets, tu me laisses terminer. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui était important, je trouvais, c'était leur détermination justement à ne pas laisser passer le cap de cette loi qui compromet leur avenir. Et donc ils étaient vraiment complètement... Ils veulent pas de tuteur. Exactement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est, je crois que ce que vous dites n'est pas contradictoire avec ce que Oui, je mais voulais tout dire. à l'heure, vous avez parlé des politiques ou des intellectuels ou des pseudo-intellectuels
qui les harangue. Ils ne sont Non, j'ai pas dit qu'il les Non, harangue. Non, mais ça... Non, on est même dans le moment inverse. Non, je veux dire par là, parce qu'il y Ils a... sont à l'écoute parce qu'ils essaient de trouver des idées, justement. Comme ils n'en ont pas, ils disent elles vont peut-être émerger, là. C'était pas comme C'est qu'on plutôt avait ça qui se Oui, passe. j'avais pas... Non, moi aussi. On est d'accord, tu sais, Agathe, Non, mais la sur ce façon- plan-là. Non, mais la façon dont effectivement c'était présenté, j'avais cru entendre que c'était... Ils étaient comme les porte-paroles des intellectuels. Absolument, Non, absolument. Ah non, c'est pas ça que j'ai dit. Je veux Non, dire non. par là que ce qui est étonnant, c'est que dans un vide politique complet, on voit que ce sont des gamins qui se mettent à prendre la parole parce Tout que à les fait. autres... Mais les autres pire font encore. Personne ne les représente. J'abonde à la fois dans ton sens et dans ce que vous venez de dire. On a fait des petites... Le petit camarade Garnier a fait des chroniques. Enfin, je vais pas entrer dans les détails là-dessus. Je vous enverrai les liens, vous verrez. Oui, il s'amuse, et moi aussi, de voir qu'on a toutes les vieux... Les vieilles lunes là qui ressortent, comme ils n'ont plus rien à proposer, on voit Mélenchon, des vieux socialistes, toutes sortes de pseudo-intellectuels qui sont là en train d'aller à la pêche. Il y avait peut-être y avoir des idées, justement cette liberté. Comme ils sont à sec, ils se disent on va peut-être trouver quelque chose là. C'est ça, oui. C'est un petit peu ce que vous voulez dire. Alors, Donc, pour paraphraser et pour Monsieur Bourgeois, moi j'espère que justement de cela quelque chose va surgir. Que Et je me dis qu'il faut que quelque chose surgisse. c'est la nécessité, ça. La nécessité, parce que je me dis il va suffire d'une... Ma conclusion, elle est une interrogation. Effectivement. C'est une interrogation, et d'ailleurs, vous venez de l'alimenter par les propos qui viennent d'être échangés. Ma question, c'est que faire? Ah, excellente conclusion. Pas de réponse. Liquider la troisième période. On va terminer là-dessus. Merci à tous. Merci Bernard Bourgeois. On va applaudir. On termine toujours sur des applaudissements nourris.